Alors, l'objectif du TP était en fait de pouvoir ici là utiliser Ajax pour faire ici, là, la programmation asynchrone. Donc, JavaScript et la programmation asynchrone, c'est l'objet du TP. En utilisant ici là, bien évidemment, Ajax, bien qu'il y a d'autres méthodes qu'on va utiliser plus tard. Dans le prochain TP, ce sera la suite de celui-ci, avec une autre méthode en fait, qui permet ici là d'envoyer toujours des requêtes vers un serveur, de communiquer avec un serveur. Et quand on parle de communication avec un serveur ici, c'est bien évidemment la communication avec un serveur web, il faut bien préciser. Donc, notre objectif était cela d'utiliser donc ici l'API, ou alors le service web que propose OpenWeatherMap pour pouvoir récupérer la température dans différentes villes. Et pour le faire, il nous propose donc ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire qu'il nous propose un service qu'on peut donc contacter grâce ici à l'accès API qu'il nous donne. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on écrit notre code JavaScript? On contacte l'API en utilisant le URL et en fournissant les paramètres qu'il demande. Nous, ici, par exemple, c'était le paramètre API ID qu'on avait besoin pour un départ. Et un autre paramètre qu'on devait préciser également, c'était quoi? C'était la ville, puisque nous, on ne veut pas travailler avec la latitude et la longitude, parce qu'on ne connaît pas en fait la latitude et la longitude des villes. Mais si vous connaissez, vous pouvez le faire. Vous pouvez toujours récupérer tout simplement le nom de la ville, vous cherchez sa latitude et sa longitude avant de lancer votre requête. Mais nous, dans notre cas, on ne connaît pas en fait ici la latitude, on ne connaît pas la longitude de la ville. On a juste notre API qui est obligatoire qu'on doit fournir. Qu'est-ce qu'on fait donc? Parmi les paramètres que propose donc l'API, il y a ce qu'on appelle les queries avec City. Donc, il nous propose City, ce que nous avons utilisé dans notre code. Il nous propose là d'utiliser le City, le paramètre query en fait. Donc, l'un des paramètres qui nous permet d'utiliser, c'est quoi? C'est le Q qui, qui est requis, qui nous permet de faire quoi? De donner tout simplement le nom de la ville. Il nous explique cela, comment est-ce que le nom là doit être. Si vous vous rappelez très bien dans le code, on avait tout fait pour formater ce nom-là afin qu'il puisse ici là partir sans problème. Donc, la dernière fois, nous nous sommes séparés où on était au niveau ici du traitement de la réponse. Alors, si on va encore rappeler, c'est toujours bien de rappeler pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, dans le contexte, lorsqu'on parle de programmation Ajax ou encore de programmation asynchrone avec JavaScript, on a deux concepts clés, si vous vous rappelez très bien, on a vu la dernière fois. Deux concepts clés qu'il faudrait comprendre. Il y a le ready state, vous vous rappelez très bien. Il y a le status, ou alors le statut en français. C'est donc, voilà deux propriétés qu'on va toujours utiliser lorsqu'on va parler de la programmation asynchrone avec JavaScript. C'est-à-dire quoi, lorsqu'on va échanger des données avec un serveur, les deux propriétés là en question vont toujours nous être utiles. La première, c'était quoi? C'était le ready state. Si vous vous rappelez très bien, à quoi servait le ready state? Donc, le ready state, c'est la propriété de notre objet XML HTTP request qu'on crée. Donc, lorsqu'on crée un objet de type XML HTTP request, à cet objet-ci là, en fait, puisque c'est un objet que nous avons créé, on a la propriété ici là, ready state qui est associée à elle. Donc, et la propriété ready state ici là fait quoi? Elle représente tout simplement l'état de notre requête. Donc, ici là, ça va s'agir tout simplement d'un nombre en fait, comme vous avez dit tantôt, qui va indiquer à chaque fois à quelle étape se trouve la requête. Et on a dit bien évidemment qu'il y avait 5 valeurs possibles qui vont de 0 à 4. La première valeur, on avait dit que c'était 0 et son nom était en anglais, c'était quoi? C'était on send. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous extensions un objet de type XML, HTTP request, comme ici à la ligne 33, qu'est-ce qui se passe? Ok, un instant, je partage. Oh là là, ça veut dire que quand j'expliquais la partie du read, vous n'avez pas bien vu. Vous n'avez pas vu au niveau des paramètres. Ah, désolé, j'ai cru avoir partagé. En fait, est-ce que vous voyez l'écran? Ok, d'entrée de jeu, j'ai expliqué un peu au niveau de l'API, au niveau de la documentation, comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on a défini la ville. Autant
à l'entame, il demande plutôt la latitude. C'est parce qu'il y avait l'un des paramètres ici, dans la documentation, en fait. Parmi les paramètres, il y a le paramètre Q qui prend quoi? Qui prend le nom de la ville dont on va avoir les informations sur la température. C'est cela qui est expliqué. Donc, si vous ne voulez pas utiliser la latitude et la longitude comme propose l'API, vous pouvez utiliser également le paramètre Q. Q pour en fait préciser dans le nom de la ville. Vous savez très bien qu'on a utilisé encore les paramètres units pour l'unité de mesure, qui devait être les métriques pour nous. Et on a également utilisé le paramètre lang pour avoir les réponses du serveur dans notre langue souhaitée. Dans notre cas, en fait, c'était le français. Donc, aussi là au niveau de l'explication, en fait, pour comprendre les deux propriétés essentielles en ce qui concerne la programmation asynchrone avec Java Ajax, notamment ici, lorsqu'on crée ici là un objet de type XML HTTP request, on a différentes valeurs de notre propriété RudyState, qui est une propriété de notre objet XML HTTP request, vont de 0 à 4, comme on l'a bien dit lorsqu'on faisait le cours. À 0 veut dire que ça veut tout simplement dire quoi? On send, ça dit quoi? L'objet ici là, XML HTTP request que nous avons extensié a bien été créé. Ça voudrait tout simplement dire que l'objet a déjà été créé. Donc on a déjà créé notre objet. Mais on sait déjà que la méthode open n'a pas encore été appelée. Donc ça, c'est la première étape, la première valeur du RudyState. Donc si à cet instant-ci, j'interroge ma propriété. Donc si à la ligne 34, par exemple, ici, j'interroge ma propriété RudyState, on va me dire là que le RudyState ici est à 0. Parce que là, on n'a pas encore fait appel à open, à la ligne 34. Et la deuxième valeur de notre RudyState, c'était quoi? C'était le 1. Pour dire quoi? Open. Ici, là, ça veut tout simplement dire qu'on a déjà fait appel à la méthode open. Et que faisait la méthode open? Et lorsqu'on parle d'ouvrir la requête, en fait, ça veut tout simplement dire quoi? On est en train de vouloir y préparer notre envoi. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut passer à l'étape 2 qui est quoi? Qui va dire que les headers ont été en fait définis. Parce que lorsqu'on ouvre la requête, en fait, on passe là des paramètres. Et donc, quand ça passe à 1, ça veut dire que à 2, en fait, ça veut dire qu'on a déjà ouvert la requête avec le open. Et les différents headers déjà ont été fournis. Les différents en-têtes ont été fournis. Et après l'étape 2, on va donc passer ici à l'étape 3, qui est l'étape loading, l'étape de chargement. Et lorsque nous sommes à l'étape de chargement avec notre RudyState change, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléchargement est déjà en cours. Et lorsque le téléchargement ici est en cours, ça veut dire que forcément, on attend une réponse du serveur avec une autre propriété qui existe. Avec la propriété qu'on connaît tous, c'est la propriété response test que nous allons utiliser plus tard. Parce que lorsque on a lancé la requête et qu'on est en phase de chargement avec le RudyState, la valeur du RudyState à 3, ça veut dire que c'est déjà en cours de chargement car la requête a été ouverte déjà. Et ça charge en fait pour contacter notre serveur web. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a dans le statut code à 4. À 4, pas le statut code, tant pour moi. On a plutôt le RudyState à 4 qui veut tout simplement dire c'est done. Done pour dire quoi? C'est fait. Ça veut dire que l'opération que nous venons de lancer est terminée et toutes les réponses ont été reçues. On peut donc traiter ces réponses-là. Raison pour laquelle nous avons donc défini la dernière fois, si vous vous rappelez très bien, comment est-ce que notre code va se passer. On a commencé d'abord par, à chaque fois, on sait très bien que pour pouvoir lancer notre code, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord attaché un événement. On a ajouté un événement à notre bouton envoyer pour que lorsqu'on va cliquer sur le bouton, il puisse récupérer le contenu du bouton et renvoyer et on va pouvoir lancer la requête avec le contenu qui est ici, qui était la ville. Donc, raison pour laquelle lorsqu'on ajoute un événement à un bouton, bien évidemment, on précise le nom de l'événement. Il y a une fonction callback ici qu'on appelle. Et cette fonction-là, nous avons décidé de l'écrire à part parce qu'elle était vaste. Pour ne pas la mettre comme paramètre d'une fonction. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait tout simplement récupéré la ville. Et on a désactivé le champ. Parce que lorsqu'on désactive le champ, il faut éviter que l'utilisateur clique plusieurs fois. Et après, dès qu'on le fait, qu'est-ce qu'on a fait? On chargeait une image qui devait permettre
Donc là, par exemple, lorsqu'on cliquait, ça chargeait l'image, c'est pour dire que le traitement est en cours. Et par la suite, on avait écrit un code qui permettait de mettre à jour l'interface. Et à la suite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc lancer la requête, puisque la requête se lance après que on a récupéré les informations et cliqué. Et pour lancer la requête, nous avons décidé également d'écrire une fonction qui va permettre de le faire. C'était très simple. Qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, on extensait notre objet XML HTTP request. Une fois que nous avons extensé, on ouvre la requête, notamment sur une requête GET. Il faut vous rappeler très bien. Requête GET, pourquoi? Parce qu'on va tout simplement contacter le serveur pour pouvoir recevoir quelque chose. Il va nous renvoyer des réponses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À notre objet XML de type XML HTTP request, on va donc appeler la propriété onReadyStateChange qui va faire quoi? Qui va nous permettre donc de traiter la réponse que le serveur va nous envoyer. Et on va coder cette réponse-là nous-mêmes dans la fonction qu'on va appeler plus tard handle response. Et une fois que ça sera fait, on va envoyer la requête. Bon, la dernière fois, on a montré cela comment on a construit notre URL. Vous vous rappelez très bien de la méthode encode URI component qui nous permettait de bien formater la ville pour éviter les caractères spéciaux, etc. Avec la méthode ici, on construisait correctement notre URL afin qu'elle puisse prendre tous les paramètres requis, donc tous les paramètres que l'API en ligne nous demande d'envoyer. À cette étape-ci, on a déjà fourni donc correctement, en fait, ici, là, comme cette ligne que vous voyez, on a fourni correctement, en fait, on contacte correctement notre API. Donc, on a fait un bon call de l'API. Parce qu'on a précisé à la fois la ville qu'on veut récupérer, et on a précisé obligatoirement l'API. Et ces deux paramètres sont obligatoires. Il faut au moins préciser l'API. Sans préciser l'API, vous ne pouvez pas avoir de réponse parce qu'il faudrait qu'on sache qui est en train de demander la requête, qui envoie la requête. Maintenant, on envoie la requête sur qui? Qu'est-ce qu'on veut? Je pense que c'est là que nous sommes arrêtés la dernière fois. Il était question donc maintenant de faire quoi? De pouvoir écrire le code de notre fonction handle response qui devait nous permettre donc de traiter notre réponse. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? Est-ce que vous avez des préoccupations? OK. Donc, pour continuer cela notre traitement, puisqu'on est toujours en test de make request, le make request apparaissait où après le lancement de la requête, après qu'on a récupéré les différentes informations et lancé le chargement. Donc, on peut donc venir là, tout en bas de make request, déclarer dans notre fonction, on va toujours faire une fonction fléchée. Bon, puisque c'est une fonction qui sera pas entière, on peut écrire une fonction complète. Donc, on va faire la function. Voilà. Puisqu'elle est un peu longue, on va faire une fonction normale. On va faire handle response. Donc, ça va traiter les réponses en fait. Puisqu'on envoie, on attend une réponse du serveur. Donc, lorsqu'on on met la signature de notre fonction, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'on a envoyé notre requête et qu'on a attaché l'événement onReadyStateChange à notre objet XML HTTP request, alors lorsqu'on attache un événement, il y a toujours une fonction qui permet de traiter cela, la réponse. La même chose comme ici. Lorsqu'on attache un événement, on clique, il y a toujours une fonction qui permet de traiter donc les informations liées ici à cet événement qu'on a attaché. Donc pour nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vérifier le ready state. Le ready state qui nous intéresse ici, là, c'est quoi? C'est la réponse 4. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la réponse 4? C'est l'étape où on sait que tout a été fait et on sait qu'on a une réponse en fait. On veut donc traiter cette réponse-là. Parce que de fait, on sait déjà que bon, on veut traiter le cas où la requête a été bien exécutée et que le serveur nous a renvoyé une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement faire un test conditionnel sur notre objet ishr, qui est l'objet XML HTTP request que nous avons créé au départ, que nous avons instancié au départ. Donc, on va tout simplement juste vérifier est-ce que le ready state de notre objet ishr est à 4. Si c'est à 4, qu'est-ce que ça voudrait dire? Exactement. Si le ready state est à 4, ça veut dire que l'opération a été bien envoyée et elle s'est bien terminée. Et toutes les réponses ont été reçues.
Ça veut dire que côté JavaScript, il y a les réponses qui sont arrivées. Le serveur, on a envoyé la requête au serveur quand c'est parti. Les réponses sont arrivées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc? On fait tout simplement notre test conditionnel pour vérifier. Donc, on va tout simplement faire if. La condition, c'est quoi? Puisque notre objet. Exactement. If ishr.ready. C'est l'égalité. Donc, on peut prendre triple égalité égale à 4. Donc, on se rassure que ça, on teste à la fois le type et la valeur. Donc, si c'est égal à 4, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut traiter uniquement le cas où c'est bon. On va encore regarder quoi? On va regarder encore le statut maintenant. Puisqu'on a le reduce state qui teste ici là, l'autre objet, maintenant on a le statut code. Puisque c'était une requête HTTP qu'on a envoyée, toute requête HTTP qu'on envoie a toujours un status code qui est toujours une propriété liée ici là à notre objet HR qui nous informe sur le statut de la requête. Si vous vous rappelez très bien, à ce qui concerne le statut de la requête, qu'est-ce qu'on avait? On a le statut 200 pour dire que la requête a réussi, exactement, a réussi, l'envoi, c'est côté ready state. Lorsque le statut code est à 200, ça veut dire que la requête a réussi. Ça veut dire quoi? La requête, on a contacté le serveur et le serveur a répondu favorablement. Est-ce que ça voudrait dire à 200? À 404, ça voudrait dire quoi? Not found. Pour dire que le serveur n'a pas pu trouver la ressource qu'on demandait. Et après, nous avons le code 500. Voilà les trois points qu'on utilise le plus souvent. Dans le code 500, lorsqu'il y a une erreur interne sur le serveur. Dans l'autre cas, on va tester à la fois si le ready state est égal à 4 et on pouvait le faire tout simplement sur une même ligne. Je préfère le faire sur deux lignes, en deux conditions. XHR.status. Donc, regardez également le statut de la requête. Là, maintenant, ce statut de la requête. Status égale 200. Donc, si c'est égal à 200, ça voudrait dire quoi? La requête a été réussie. Et on a tout le serveur vraiment a répondu de manière favorable. Alors maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce que nous devons donc faire? On va donc faire ici là un traitement. Si la requête est correcte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer quelque chose qu'on va ajouter ici là dans notre code. Il faudrait peut-être envoyer cela que la réponse a bien été. Le serveur a répondu favorablement. Donc, il faut afficher cela message de succès. Le message de succès peut être quoi? Ça peut être les éléments. On va donc ici là récupérer. Est-ce que c'est clair? Donc pour moi, qu'est-ce que j'aime faire? Le plus souvent, qu'est-ce que je fais? Je crée des fonctions donc qui vont à chaque fois afficher un message en fait d'erreur, et une fonction qui va afficher en fait un message de succès. Celle qui va afficher le message de succès va tout simplement faire quoi? Elle va tout simplement aller écrire dans le DOM. Donc l'objectif en fait, lorsque on aura trouvé bien évidemment la ville, serait cela d'afficher dans cette ville-là, ici la question, les informations de cette ville. Et si nous avons une erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement afficher un message d'erreur. Donc voilà, c'est ce que nous devons faire en fait. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici là? Ok. Donc on va écrire ces deux méthodes-là en question. Donc, si on vient là par exemple, ici, donc lorsqu'on aura ici là, on sera en face ici là d'un status à 200, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction qui va nous permettre de faire quoi? De dire que la requête a été un succès. Donc, on va tout simplement faire quoi? La requête a été un succès. Et dans le cas contraire, dans le else, parce que si ce n'est pas 200, on ne va pas gérer les autres cas, on va seulement gérer le cas où c'est 200.
Si ce n'est pas 200 d'office, nous savons que la requête n'a pas été bien exécutée. Donc, du coup, on va faire un else, tout simplement pour dire quoi? Que la requête a échoué. Donc, voilà les deux cas de figure que nous allons traiter dès à présent. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut faire? Si la requête s'est bien passée, s'est bien déroulée, donc, nous quittons donc avec un ready state à 4 et un status à 200. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc récupérer en fait ici les différentes valeurs que le serveur nous a renvoyées. Donc, si on veut donc récupérer les différentes valeurs que le serveur nous a renvoyées, on va donc créer notre fonction comme il dit tantôt. Alors, notre fonction va prendre quoi? Donc là, je vais nommer directement la fonction et aller l'implémenter. Donc, on va créer par exemple une fonction create. En fait, la fonction va permettre tout simplement ici d'ajouter un contenu au DOM. Vous vous rappelez très bien. Donc, elle va s'appeler create success HTML. Donc, ce sera un HTML de succès ici. Après, on va faire également un HTML lorsqu'il y a échec. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Lorsqu'on va créer un HTML de success, on va prendre en paramètre ici là les données de notre réponse. Et on va faire ce qu'on appelle en JavaScript le parse. On va les convertir donc ici là en JSON. C'est la partie intéressante. En JavaScript, il y a ce qu'on appelle l'objet JSON. Et on va faire JSON.parse pour donc prendre ces données qui viennent du serveur et les transformer en objet JSON pour pouvoir facilement les manipuler. Donc, au niveau de ma fonction, qu'est-ce que je vais prendre en paramètre? Je sais que lorsque la requête sera OK, le serveur va nous renvoyer une réponse. Donc, quand la requête est OK, il y a toujours une réponse du serveur, même si la requête a échoué. Et la réponse se trouve dans quoi? Dans la propriété, c'est la réponse texte, comme on l'a vu pendant le cours théorique. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc prendre ici en paramètre de mon create HTML success ma réponse texte. Et je vais la récupérer sous forme d'objet JSON. En fait, donc, qu'est-ce que je fais pour récupérer sous forme d'objet JSON? Je vais faire quoi? Je vais tout simplement faire ce qu'on appelle un JSON. Je vais faire appel à l'objet JSON, à l'interface JSON, qui va permettre de faire quoi? De faire la conversion de ce que le serveur renvoie en format JSON. Je fais un JSON.parse. En fait, c'est tout ce que vous allez faire en fait. JSON.parse. Donc, ça va convertir donc ici là quoi? L'objet qui va prendre en paramètre en notation ici là. Objet. Okay. Donc, ce qu'on peut même faire ici, c'est quoi? C'est qu'on peut même afficher pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur même déjà. Console.log. Bon, ça va, ça. On peut faire console.log de ish. Ouais, bon, on va juste essayer. Normalement, parce que comme les gens te font un truc récursif, il faut que toutes les méthodes soient appelées avant que je puisse. Avant que ça ne se termine. Voilà, on peut y faire quelques essais. Si on fait le ishr.response, on a l'objet response texte qui nous permet de récupérer en fait la réponse du serveur. Response texte. OK. Donc, si tout est appelé très bien, on peut déjà tester. Si je mets là, par exemple, la ville. Voilà. Même si je mets doigt là en majuscule, minuscule, notre fonction que nous avons utilisée va formater cela tout en minuscule pour pouvoir aller retrouver exactement la ville. Alors, on a déjà une erreur quelque part. Make request, ligne 39. Qu'est-ce qu'il y a à la ligne 39? Il nous dit qu'il y a une erreur à hr.sen. Est-ce que c'est normal? Bon, normalement, il n'y a pas d'erreur là-bas. Bon, c'est parce que nous n'avons pas terminé l'implémentation.
Ok, ici, là, on a quoi? On a les on read state change, on read state change, on read state change égale à handle response. Alors, au niveau du ishr.send, bon, il n'y a pas d'erreur ici. Bon, il n'y a pas normalement d'erreur. Maintenant, ça va être ici, là. On a bien ici, là, on teste bien également ce que nous avons dit, read state à 4 et le read state. Et le statut à 2, c'est autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir faire un console pour le ishr de réponse texte. Bon, normalement, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur normalement. Où est-ce que lui trouver d'erreur? Mes requests. Il dit à la ligne 28, mes requests. Bon, nous allons terminer l'implémentation de nos fonctions et revenir tester pour ne pas avoir d'erreur. Ok. Donc là, normalement, nous devons prendre ça en paramètre à notre fonction parce que là, normalement, il ne devrait pas déranger. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que ici, là, déjà à ce niveau, nous avons déjà instancié. Nous avons arrivé à la requête avec get. Nous avons construit la ville. Ensuite, on associe l'événement. On envoie la requête. Lorsqu'on envoie à ce niveau-ci, on a déjà fait un request de city. Et request de city. Ok, ici, là, lui, request de city prend en paramètre de la ville en question. Normalement, ça ne devrait pas déranger. On a bien formaté ici. Bis URL, encode URI, city. Je pense que c'est bon. Bon, essayons de continuer. Nous allons vérifier plus tard s'il y a une erreur. Bon, là, qu'est-ce qu'on doit faire donc? Comme je dit tantôt, on est censé donc créer un HTML côté DOM et afficher. Alors, l'avantage, c'est que la dernière fois, nous avons donc créé ici là une fonction qui permettait de construire quelque chose en HTML. À chaque fois, nous allons réutiliser tout simplement cela. Vous appelez très bien. On a fait un update UI qui permet de paramétrer un HTML et renvoyer donc ce HTML là dans le document. C'est ça que nous allons utiliser encore en fait. Donc, lorsqu'on va récupérer ça en fait, la récupération ici va se faire donc, comme j'ai dit tantôt, en convertissant en fait la réponse du serveur en objet JSON. Donc, raison pour laquelle on va toujours faire un JSON.parse. C'est ce que nous récupérons. J'espère que c'est clair pour vous jusqu'ici. Donc, notre create success HTML va faire ça. Et ce qu'on va faire donc, c'est quoi? On va donc implémenter cette fonction-ci. Alors, son implémentation, elle est simple. On va tout simplement récupérer cet objet-là et traiter. Donc, puisque le serveur renvoie certaines données, on va le voir. On va juste prendre ces données-là et pouvoir les envoyer dans le DOM. On modifie le DOM pour afficher ces différentes données-là. Donc, si je veux maintenant implémenter ça, qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier ça ici. Create success. Je vais tout simplement implémenter donc ici là ma fonction create success. On va prendre ça ici. Donc, ça va prendre en paramètre quoi? Une donnée. Les données qui viennent du serveur, on va appeler ça tout simplement data. Pour dire les données qui viennent du serveur. Donc, ça va prendre en paramètre, ça prend en paramètre un data comme nous avons mentionné tout plus haut. Bien évidemment, on précise que c'est une fonction function. Ok. Alors, lorsqu'on va récupérer dans les données, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, c'est de récupérer. Alors, on va aller tout simplement dans la documentation en fait. Alors, dans la documentation, si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Lorsque vous faites la requête avec lorsque vous faites la requête, en fait, ça vous retourne une réponse. Alors, où est-ce que la réponse est? On va aller très rapidement. Bon, pour ne pas faire le détail, je vous explique directement sur le code. Donc, au niveau de la réponse, dans la documentation, il y a tout ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, ils vous disent, lorsque vous envoyez la requête, quelles sont les données que vous recevez, en fait. Juste que je ne veux pas encore aller chercher partout. Donc, lorsque vous faites la requête, en fait, ils vous disent
tout ce que vous allez avoir comme réponse. Donc, l'objet que nous récupérons en fait du serveur, puisque lorsqu'on envoie la requête, c'est sur le serveur que nous envoyons la requête. Et la réponse a été stockée dans notre réponse texte. À chaque fois que vous allez envoyer la requête, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et c'est à vous qui formatez la réponse en fait. Et lorsque ça vient, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez donc convertir ces réponses-là qui étaient en chaîne de caractères en objet donc JSON, puisqu'on va facilement manipuler les objets JSON. Puisque les JSON, c'était quoi? Les clés valeurs. Donc, le serveur nous renvoie en fait un objet avec pour couple clé-valeur. Vous savez très bien, lorsqu'on a un objet de type clé-valeur, il y avait deux manières d'accéder à ces valeurs. Soit en utilisant la notation pointée, soit en utilisant les crochets comme les tableaux. Donc, c'est la même chose que nous allons faire en fait. Donc, lorsque nous avons dans notre réponse, la réponse se trouve ici dans data. Donc, on peut donc déclarer une variable qui va récupérer donc la température, puisque la température sera dans une variable. En fait, sera une propriété de notre objet qu'on vient en fait de récupérer. Et la température, c'est quoi? C'est weather. Dans la documentation, ils vous disent quoi? Que la température donc sera quoi? Weather va recevoir la température, puisque notre data en fait ici contient la réponse du serveur qu'on a converti en faisant JSON.pass en objet. On aura donc comme réponse ici data.weather. Désolé pour weather. 0. Donc, le premier élément de notre objet, ici là, ça nous renvoie un objet. L'objet a plusieurs éléments. C'est juste que je veux parler de la documentation, perdre du temps. L'objet que ça nous renvoie à plusieurs propriétés. Un objet a quoi? Des propriétés, non? Un objet a des propriétés et des valeurs. Donc, la première propriété qui nous intéresse, c'est la propriété weather. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans l'objet que le serveur a retourné, qu'est-ce qu'on a? On a donc un objet parmi les objets, en fait, on a quoi? On a donc ça. On a donc weather et une valeur et un tableau. Est-ce que vous comprenez? Si nous avons fait en fait data.weather de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que weather d'abord est une propriété de la réponse que nous avons reçue du serveur. Ayant fait ça, le parsing. Donc, lorsqu'on a notre objet là, ça veut dire que weather est une propriété de l'objet. Raison pour laquelle on fait data.weather, parce que c'est ça qu'on prend ici en paramètre en fait. Le response texte que vous voyez ici, c'est la même chose que nous sommes en train de prendre ici en fait, puisque c'est une fonction que nous sommes en train d'écrire. Elle va prendre quoi? Le JSON.pass de la réponse du serveur, et qui est une donnée qu'on a convertie ici là en utilisant JSON.pass en objet. Donc voici comment ça se présente en fait. C'est l'une des propriétés, ce n'est pas, il y a plusieurs propriétés dans la documentation, plus tard on va le voir. Il y a plusieurs propriétés parmi lesquelles on a la propriété weather pour la température. Et donc, si nous faisons de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en position 0, c'est quoi? On a donc la température en position 0 de notre tableau. Ça veut dire que si on a un tableau peut-être avec plusieurs valeurs, parmi lesquelles la première valeur, c'est dans la weather, c'est dans la température. Si c'est clair. Donc, je vous montre, on a déjà fait les objets et comment on accède aux objets. Tout simplement pour vous montrer que data, qui était la réponse de notre serveur, la réponse texte, on l'a converti en JSON. Lorsqu'on convertit en JSON, en fait, il y a une propriété. Parmi les éléments de notre objet, on a la propriété weather. Et donc, weather, ici, là, a comme valeur de 0 pour dire que ça doit être un tableau. Et on prend sa valeur en première position. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, si on prend la valeur en première position, on peut donc continuer ici dans notre traitement. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? On peut donc créer notre HTML pour afficher la valeur qui se trouve donc à cette propriété-ci. Donc, puisque c'est un couple de propriétés quoi, clé, valeur. On a la clé et on a sa valeur. Donc, je peux donc créer un HTML parce que l'objectif, c'est faire quoi? C'est d'aller dans mon HTML, en fait, afficher le résultat que j'ai pris côté serveur. Et pour le faire, c'est très simple. Je vais tout simplement créer un fichier HTML en utilisant bien évidemment encore vous vous rappelez très bien les templates littéraires parce que les templates littéraires nous permettent de faire quoi? De créer un string sur
plusieurs lignes. Puisque la chaîne de caractères que le serveur nous renvoie, en fait, c'est une chaîne de caractères où on a bien les clés et les valeurs. Sachant qu'on a les clés et les valeurs avec les virgules, clés, valeurs, virgules, JavaScript propose donc une fonction qui permet de faire quoi? Qui permet de récupérer ce type de chaîne de caractères-là et la transformer en objet JSON qu'on va facilement utiliser. On a vu les objets, vous vous rappelez très bien que les objets étaient faciles à utiliser. Quand on a un objet, à partir de sa propriété, et maintenant, lorsqu'on va formater, voici comment ça va se présenter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le serveur nous renvoie, ce n'est pas sur cette forme-ci, c'est une forme quoi? C'est une chaîne de caractères sur une ligne. Vous savez très bien que les chaînes de caractères sont sur une ligne, non? En faisant le JSON.pass, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que JSON.pass, c'est une méthode de JavaScript qui prend en paramètre quoi, une chaîne de caractères qui est formatée en JSON et la convertit à un objet JavaScript. Parce qu'il nous renvoie déjà un format JSON. Mais maintenant, on va le convertir en objet JavaScript. Vous vous rappelez très bien des objets. Et donc, lorsqu'on aura l'objet, on va utiliser la notation pointée. Parce que regardez très bien comment ça se passe. Regardez, voici le JSON qui vient là. Bon, maintenant, en le convertissant en objet JavaScript, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes coordonnées, par exemple, coordonnées ci, where ici seront quoi? Seront des propriétés d'un objet. Si c'est une propriété d'un objet, ça veut dire qu'on peut accéder donc, grâce ici à une notation pointée. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre même d'abord. Est-ce que vous avez compris la phrase que j'ai dite là? C'est la réponse du serveur. Le serveur renvoie ceci en fait. Or, ce que le serveur renvoie ici, c'est quoi? Ça se forme quoi? Clé, valeur. Clé, valeur. Or, maintenant, pour facilement traiter ça en JavaScript, on ne peut pas traiter ça facilement en JavaScript. Vous voyez que ça sera compliqué. Pour le traiter, qu'est-ce qu'on fait? On la convertit donc en un objet. Un objet, c'est quoi? Les propriétés et valeurs, non? Et lorsqu'on va convertir en objet, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les clés qui étaient les clés en fait qui étaient ici là, les propriétés en fait, les clés ici de notre objet JSON vont devenir quoi? Des propriétés de notre objet. Coordonnée sera donc la propriété d'un objet et sa valeur sera ceci. De même que reader sera la propriété de notre objet et sa valeur sera un tableau. C'est ce que nous sommes en train de travailler dessus. Donc, étant donné que nous avons donc converti notre réponse test qui était au format JSON en faisant cela un JSON.parse pour la convertir en objet JavaScript, dorénavant, qu'est-ce qu'on a? On a donc un objet. Donc, data ici est d'office un objet. Et maintenant, reader est une propriété de cet objet-là. Puisque les objets ont des propriétés. Vous dites? Il faut d'abord comprendre où j'étais. Puisque JSON, exactement, ça correspond au JSON que renvoie le serveur. Donc, voici ça dans la documentation, vous voyez très bien. On a le API response. Donc, lorsque la requête a marché, ça nous renvoie cela, ce qu'on appelle une API response au format JSON. Alors, c'est ce format JSON-là que nous, on décide donc de transformer en objet pour facilement utiliser. Regardez très bien comment ce qui se passe. Quand il renvoie sa réponse, c'est au format JSON. Le format JSON, est-ce que vous connaissez le format JSON? Le format JSON, c'est on ouvre les accolades, on a la clé, la valeur, la clé et la valeur. Donc, je vais vous montrer un exemple de fichier JSON. Lorsqu'on dit que fichier JSON, en fait, par exemple, on peut avoir un fichier JSON. C'est comme ça. Chaque fois, on aura quoi? On aura un objet JSON, en fait. Ça c'est pour dire que j'ai un objet JSON. On aura à chaque fois la clé, valeur. Ici, dessus jusqu'à la fin. C'est ça que le serveur nous renvoie. Donc là, il me dit par exemple clé 1 jusqu'à clé 5. Donc, clé 5. Oh. On va juste mettre ça comme ça pour ne pas perdre du temps. Ah, quand c'est pressé, là, c'est pas évident. Donc après, voici ce que le serveur nous renvoie un objet. Lorsqu'il nous renvoie un objet JSON comme ça, notre objectif c'est de faire quoi? On ne peut pas traiter ça facilement côté JavaScript. On veut le convertir en objet. Si on convertit en objet, donc dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne manipule pas les JSON en JavaScript. Est-ce qu'on peut manipuler les JSON?
C'est qu'il va falloir manipuler les fichiers. On ne peut pas manipuler les fichiers. Donc, ce qu'on fait dans ce quoi, on récupère le contenu et on le transforme en objet. En le transformant en objet, ça voudrait dire qu'à chaque fois, les propriétés ici vont devenir quoi? Enfin, les clés, puisque un objet JSON, c'est quoi? C'est clé valeur. Ça veut dire maintenant quoi? Que les clés seront dorénavant quoi? Les propriétés de notre objet. Donc, si on transforme ça, si on fait un parsing, ça veut dire quoi? Dorénavant, on aura dans un objet où, donc, où les clés seront des propriétés. C1 sera la propriété, C2 la propriété, C15 la propriété, C54 la propriété. Et donc, si on a un objet OBJ, pour accéder à sa propriété C1, qu'est-ce qu'on fait? OBJ.C1 tout simplement. C'est ce que nous avons fait côté JavaScript. Regardez ici, là, par exemple, c'est la réponse JSON que le serveur nous envoie. Lorsque le serveur nous envoie cette réponse JSON, il y a plusieurs clés. La première clé, ce sont les coordonnées. Il nous renvoie les coordonnées donc, de la ville que nous avons demandé. Il nous renvoie donc la header, la deuxième propriété. Il nous renvoie la header également. Il nous renvoie donc la base. Il nous renvoie, il nous renvoie plusieurs éléments en fait. C'est en fonction des propriétés. En fait, c'est en fonction du type de paramètres que vous avez fourni. En fait. Donc ça, c'est le cas où on avait fourni la propriété avec ici là, les latitudes et les longitudes. Donc les latitudes et les longitudes devaient être en premier. Or, dans notre cas, nous avons fourni le paramètre avec la ville, avec la ville. Donc, raison pour laquelle vous avez vu, notre premier retour était quoi? La ville. Bon, je ne sais pas s'ils ont mis ça ici, mais c'est le cas en fait. J'espère que vous avez compris cette fois-ci. Donc, lorsque nous sommes ici, en fait, on avons une réponse au format JSON. Le JSON, on ne peut pas le manipuler facilement. On ne peut pas le manipuler facilement pour avoir accès aux données. Ce que nous faisons, c'est quoi? Nous faisons donc un parsing en utilisant la fonction JavaScript qu'on appelle JSON.parse qui va donc convertir notre response.test, notre response test donc ici au format en fait objet. Donc, une fois que c'est fait, en faisant donc data, puisque data c'est la réponse de texte là, point reader, ça veut dire qu'on va accéder ici la première, on accède quoi à l'objet, à la propriété reader de notre response texte. Et maintenant, si on fait de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que data.reader, c'est quoi? C'est un tableau. Si on fait data.reader de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que data, c'est d'abord l'objet, reader, c'est une propriété. Et si on fait de 0, ça veut dire que la propriété reader avait pour valeur, avait pour contenu un tableau. Et c'est ça, bien évidemment, qu'on a dans la documentation. Regardez ici. Lorsqu'on vient là, par exemple, dans la réponse test que nous avons pris comme modèle, qu'est-ce qu'on a? On voit très bien cela que l'une des propriétés de l'objet, c'était quoi? C'était reader. Vous voyez très bien. Et maintenant, son contenu, c'est quoi? On ouvre bien, vous regardez bien quand on ouvre ici. On referme ici, là. Son contenu, en fait, c'est quoi? C'est un tableau. C'est un tableau. Pourquoi on a ouvert ici, on a fermé. Et le tableau contient quoi? Également un autre objet. Donc, en faisant donc reader de 0, on obtient quoi? Le premier élément de notre tableau. Et on peut donc travailler sur lui pour récupérer à la fois l'identifiant, à la fois la description, à la fois l'icône, à la fois la température qu'on voulait. Est-ce que c'est clair? Ok, donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc prendre les informations à l'intérieur de l'objet, puisque dans le tableau, on a un objet, on va donc récupérer chaque valeur et afficher son contenu dans le HTML. Donc, on peut tout simplement faire ici le H1. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour être rapide, je vais tout simplement écrire ici là pour être rapide. Donc, on aura un H1 dans lequel on va prendre quoi? Bon. Ouais, on peut afficher la température. Donc, dans notre H1, on va tout simplement mettre le premier paramètre. Regardez très bien ici, là, le premier paramètre, c'est quoi? Alors, je ne sais pas si je vais trouver avec le premier là. Ouais, le weather.main. C'est quelle version ici? Parce que ça dépend aussi des versions. Moi, je suis de trouver la version 5. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsque l'objet
data.word est récupéré. Première chose qu'on va faire, c'est quoi? On va afficher le nom, le temps. Donc, par exemple, on va dire le. Bon, qu'est-ce qu'on va me dire? On va dire par exemple le temps A. Donc, puisque à travers l'objet, donc, si on peut récupérer le nom de la ville, on va tout simplement dire le temps A. Maintenant, on va faire juste l'interpolation, puisque le contenu sera dans la reader. On va tout simplement dire le temps A. Donc, tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est que j'affiche les informations ici là qui sont dans ma réponse. Et c'est en fonction du serveur que vous êtes en train de travailler avec. Donc, c'est en fonction des informations que j'ai ici. Donc, quand j'ai une API réponse, je peux donc traiter ça comme je veux. Il y a tous les éléments ici. Regardez là, par exemple. Quand j'ai mon reader, après j'ai quoi? Je peux avoir quoi? Le time zone, je peux avoir l'ID, je peux avoir le name, je peux avoir le COD. Je peux récupérer dans ça le name ci en fait. Pour afficher le nom de la ville. Donc, on va tout simplement dire quoi? Le temps à data.name. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que c'est fait data.name, ça vous parle? Exactement. On a bien vu cela quoi? Et cela, voici notre objet. L'objet que le serveur retourne, il y a plusieurs propriétés. Puisqu'on a converti le JSON en objet Java, donc ça veut dire que tout ça, code sera un objet, code sera une propriété, word une propriété, base une propriété, main une propriété, ainsi de suite jusqu'à ici. Vous voyez très bien, il y a time zone, il y a ID, il y a name, c'est ce qui nous intéresse, la propriété name de notre objet response text, qui est dans quoi? Qui est dans data. On va faire un data. Name. Donc, le temps à name. On peut dire que le temps à, peut-être si c'est doigt là, on va dire le temps à doigt là est comment? Bien sûr, parce on va utiliser. Vous voyez que pas avec moi. Qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer la température. Ça, c'est le titre, non? Je donne d'abord le titre de ma section. Puisqu'on va venir insérer ce code ici, il faudrait bien qu'il y affiche la ville. Qu'est-ce qu'on avait dit en fait? Lorsqu'on va entrer la ville, par exemple, on va dire voilà. On va cliquer sur envoyer. Il faudrait qu'on récupère la ville en question. Maintenant, lorsqu'on va envoyer la requête, on va effacer le contenu ici. Là, on n'aura plus ça ici. Il faudrait bien qu'on affiche la ville dans laquelle on a récupéré ça avant d'afficher sa température. Donc, dans la ligne qui va suivre, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la température. Puisque lorsque le serveur nous renvoie dans la réponse, en fait, il nous propose en fait également d'autres informations. À l'instant, par exemple, des icônes. Donc, il y a par exemple, dans le reader que j'ai récupéré, par exemple, ici, on a l'icône en fait. Il va nous renvoyer une icône qui va symboliser en fait le climat qu'il fait dans la ville. Donc, je vais utiliser dans mon reader que j'ai déclaré, donc, le reader aurait tous ces éléments-ci. C'est les éléments que j'ai besoin en fait. Il va me dire s'il pleut ou pas, il va me dire ainsi de suite. Et vous voyez que les différentes valeurs que nous allons utiliser. Et puisque nous avons défini la langue en français, la valeur, par exemple, ça sera en français, si ça sera en français, en fait. On va dire, par exemple, il pleut, par exemple, à Paris, il neige, par exemple, à Paris, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, j'ai préféré ici, là, puisque pour le name, il n'y avait pas trop d'éléments. Or, pour reader, il y a plusieurs éléments, raison pour laquelle il fallait que je sauvegarde dans une variable et je récupère le premier élément, puisque le premier élément, c'est quoi? C'est un objet également. Donc, lorsque nous sommes dans reader, son premier élément, c'est quoi? Il a un seul élément, en fait, qui est un objet. Raison pour laquelle j'ai récupéré le premier. Parce qu'après, il veut tout simplement utiliser des notations pointées pour accéder que ce soit à l'identifiant, au main, à la description et à son icône. J'espère que c'est clair maintenant. Allô? J'espère que c'est clair. Ok. Donc, par la suite, donc, si j'affiche le nom de la ville, maintenant plus bas, j'affiche juste les informations. Je peux donc afficher une image de une image qui symbolise en fait le temps qu'il fait, parce qu'il nous propose également ça. L'icône, si en fait, c'est ça. Et sur leur site web, il nous donne l'accès à l'image en question. Donc,
Je vais juste appeler l'URL qui nous propose en fait. Donc, si je viens ici, normalement, je peux trouver ça, mais j'ai déjà ça quelque part. Je vais juste copier. S'il vient normalement ici, il doit trouver l'URL. On ne va pas perdre du temps. Dans la documentation, vous avez toutes les informations en fait en ce qui concerne le traitement de l'API. Comment vous traitez votre API. Donc, d'office, je sais déjà que j'aurai cela. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc créer un paragraphe B. Et dans mon paragraphe, qu'est-ce que je peux faire? Bon, si on avait prévu une classe pour ça, non? Bon, on va créer quelque chose. On va créer un code simple pour lui. Donc, on va créer un paragraphe, par exemple. On va lui donner une classe. Tout simplement dire where, on peut appeler comment where main. Puisque c'est le where main qu'on va d'abord récupérer. À l'intérieur de where main, qu'est-ce qu'on va mettre? On va d'abord mettre l'image en fait, puisqu'on a l'icône en fait. Donc, dans where.icon, on a l'icône. Donc, c'est ça qu'on va mettre. On va d'abord afficher l'icône. Et ensuite, on va mettre la température. Et ainsi de suite. Et après, on va afficher la description qui fait dans la ville. On a toutes ces informations-là ici. Donc, lorsqu'on a récupéré ça, qu'est-ce qu'on a? C'est lui le principal. On a la température, on a sa description et on a l'icône qui est une image que le site web propose. C'est ça que je veux mettre. Je commence d'abord par mettre l'image en question en utilisant la balise IMG. RC. Oui, puisque qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc, puisque j'ai récupéré les informations, je les ai déjà récupérées. Je vais donc ici là faire quoi? Oui. Ça veut dire que vous ne comprenez pas toujours ce que je dis. Ah, nous avons fait le DOM, non? Comment vous demandez s'il peut être créé comme ceci? Là, il s'agit de construire un HTML. La dernière fois, nous avons fait la même chose. Comment on a fait la dernière fois pour insérer l'image qui charge? On construit un HTML, après on l'insère dans notre DOM. C'est la même chose qu'on a fait lorsqu'on fait la modification du DOM. La modification du DOM peut se faire par quoi? Oui, exactement. La dernière fois, c'est ça que j'ai expliqué, que ça, c'est l'utilité même de ça. Parce qu'en faisant ça, ça va. Vous avez oublié en fait. Je vous avais rappelé que également ça sert pour faire construire un code de balise parce que ça va nous permettre d'aller directement à la ligne. Lorsque je m'en vais à la ligne là, lui, il part directement également à la ligne. Donc ça respecte exactement comme je les ai placés. Ils vont se passer où je vais les incruster puisque je vais les ajouter au DOM. C'est l'objectif, non? Non, vous ne devez pas me poser ce genre de questions. Quand vous posez ce genre de questions, ça veut dire que vous ne comprenez pas. Forcément, c'est ce que c'est la même chose que nous avons fait la dernière fois avec pour l'image. Comment on a fait pour acheter cette image? On a construit la balise, une balise, après on a ajouté au DOM. Donc c'est la même chose que nous allons faire en fait. Non, en fait, c'est plus évident parce qu'il y a beaucoup de code, non? Vous pouvez utiliser directement avec les strings, mais avec les strings, ça ne va pas marcher. Ça va les mettre tous sur une même ligne. Mais le problème n'est même pas de mettre sur une même ligne parce que moi, je vais utiliser l'interpolation pour faire la concaténation directement. La raison pour laquelle j'utilise les temples littérales. C'est pour ça qu'au départ, j'ai rappelé d'avoir les temples littérales parce que c'est utilisé lorsqu'on fait la programmation asynchrone. Et rappeler les arrow functions également. Et rappeler encore également les fonctions anonymes. Ou alors les fonctions de callback. Donc, dans mon SRC, c'est ici là que je vais mettre aussi ce que j'ai récupéré côté serveur.
Et je vais interpoler également. Donc, le Open World Map nous propose donc ici l'URL des différentes images. Donc, si on vient, par exemple, là, on va taper l'URL. Ça s'appelle Open World Map, comme vous pouvez le voir là. Donc, il nous propose une URL pour accéder à tous les icônes que nous avons. Donc, puisque je ne connais pas le nom de l'icône, c'est mieux que je copie directement ici là. Je vais prendre ça directement. Donc, ils ont sauvegardé en fait toutes les images pour symboliser en fait les différentes icônes. C'est ça que nous allons utiliser. Je vais venir là, je vais mettre là ici. On commence toujours par Open World Map.org. On va aller dans le dossier IMG. Dans le dossier IMG, donc, on va aller dans W et on va trouver dans ici là notre icône. Notre icône qui est sauvegardée dans quoi? Dans la réponse du serveur, dans l'objet Reader et dans le tableau et dans l'objet également, dans la propriété est icon. On va récupérer sa valeur. Et pour récupérer sa valeur directement ici là, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous sommes dans un temple littéral, on va tout simplement utiliser l'interpolation. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement Reader. Point quoi? Exactement. En faisant reader.icon, il va tout simplement me retourner l'icône, comme le montre la documentation ici. On dit bien évidemment que lorsqu'on est dans reader, puisque celui-ci est déjà transformé en objet, on peut faire la notation pointée. Directement, on aura quoi? On aura directement icon. Ça va nous donner l'icône ici. Enfin, ça va donner l'icône, l'idée de l'icône que nous voulons récupérer. Donc, ça va faire quoi? Reader.icon. Et qu'est-ce qu'on peut également faire ensuite? Reader.icon. Il faut mettre l'extension. Les extensions sont sous forme de PNG. On va tout simplement mettre point .png. En fait, tous les. On appelle ça comment? Tout est en PNG ici, en fait. Et au niveau du alt, puisque c'est la description là-bas, on peut également faire alt. Pour rappeler très bien du alt. Si l'image n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on fait? On peut afficher la description. Donc, également, on aura la description de l'image, toujours ici, là, comme vous avez vu dans la documentation. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement weather, toujours, pour tout cela, en fait, se trouve dans weather.description. On peut le voir ici. Donc, ce n'est que ce qui est ici là que nous appliquons en fait. Ok, donc maintenant, on peut, puisqu'on a affiché la description, on peut également afficher la description plus bas. À l'intérieur, toujours si on veut bien. La première fois, c'était dans le. On peut faire un span tout simplement. Ce sera le test en fait qui sera en bas. Quoi. Le premier était dans la balise IMG. Mais celui-ci, maintenant, on peut le mettre directement. Bon, le reader est toujours point description. Point description. Est-ce que c'est clair pour vous? En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement un affichage. Alors, la dernière, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je pense que c'était tout ici. OK. Dans notre HTML, il y a encore quoi qu'on va afficher. En fait, tout ce qu'on va afficher, on affiche tout simplement. On a déjà accès à la réponse. On peut afficher à tout moment les éléments de notre réponse. On peut également afficher la valeur de la température. Non. Exactement. Là, on fait mon P. Évidemment pas. Ah bon. Allô? C'est mieux ou bien c'est bon? Je ne sais pas pourquoi ça fait souvent ça. OK. OK.
Donc, maintenant, le dernier truc également qu'on peut insérer, c'est quoi? C'est la température. On sait très bien où se trouve la température. C'est dans le, si on vient là, vous allez voir ici. Dans la réponse, qu'est-ce qu'on a? On a la température dans le main. Dans le main, ici, on a la température ici. Donc, ce sera dans la propriété main. On va tout simplement faire main.tmp. On va faire data.main.temp pour voir la valeur de la température. Donc, on va tout simplement ici là écrire dans la réponse, on a quoi? On a le main, on a l'une des propriétés, l'une des clés de notre JSON qui est retenue par le serveur. Il y a le main, il y a la clé main. Donc, du coup, comme on a fait une parse de JSON, ce sera la propriété main. Et il y a les valeurs. On va juste accéder à la valeur en fait. L'accession à la valeur. Si on va accéder à la température, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement main.temp. Tout simplement. Donc, si on fait température, on va tout simplement interpoler également si on veut. On fait tout simplement ici data, c'est toujours dans data. Main.temp. Et on a donc accédé à notre température. Et maintenant, c'est en degrés Celsius. Maintenant, en JavaScript, il y a une méthode qui permet ici là de fixer le nombre de chiffres après la virgule. Le plus souvent, lorsqu'on va afficher des éléments comme la température ou bien autre chose, on fixe toujours le nombre de chiffres avec la méthode to fix. Là, nous, par exemple, là, on va fixer un chiffre après la virgule avec to fix 1. Plus souvent, c'est comme ça que vous allez voir. Donc, il faut toujours apprendre les méthodes qui sont liées en fait, aux objets pour voir à quel moment utiliser telle ou telle chose. C'est pour ça qu'il faut toujours lire la documentation. Quand on a déjà appris la gare, chaque fois on lit les livres pour rester à chaque fois en permanence étude. Vous devez lire les livres, lire la documentation pour découvrir les autres choses, ou bien pour faire lire la documentation pour être à jour en tout ce qui est nouveauté sur le langage. Donc, que je fais le point time si je veux utiliser la méthode to fix, qui permet de faire quoi? De dire après combien de chiffres après la virgule je veux m'arrêter. Je vais prendre la 1. Donc, s'il y a plusieurs chiffres après la virgule, moi, il m'arrête ici là à 1. Il va aller tout simplement prendre un chiffre après la virgule. Et on a terminé. Donc, on peut tout simplement compléter cela avec degré Celsius. Est-ce que je peux mettre degré Celsius alors? Bon, on va mettre Celsius. Bon, mon clavier, je ne trouve pas où le mettre. Oh là là. Ok, degré Celsius. On va le mettre là comme ça. Et on a terminé avec cette première partie. J'ai construit mon HTML. Et vous vous rappelez très bien, on a construit notre HTML. Comment on fait pour l'afficher dans la page? Il faut donc insérer ce HTML ici dans la page. Et si vous vous rappelez très bien, on avait déjà fait une fonction qui permettait de le faire. On avait créé une fonction update UI qui permettait de faire quoi? Qui prenait un paramètre HTML et allait tout simplement faire quoi? Mettre ce HTML là en fait dans le DOM. Donc ça faisait quoi? Un response.insert adjacent HTML dans le DOM. C'est clair. Ok, donc on va tout simplement venir ici. On va copier tout simplement update UI. On va le passer en paramètre notre HTML. Il va tout simplement aller donc insérer cela dans le DOM en fonction de comment l'appeler. Donc ici, là, sont ici. On a terminé ici. Quoi qu'on ici. Ok, on a terminé là. Donc je vais tout simplement faire là un update UI. Je passe en paramètre quoi?
HTML, HTML. Le tour est joué. Lorsque, lorsque le statut code, le read state chain sera à 4 et que le statut code sera OK, alors on va devoir afficher les informations qu'on a récupérées côté JavaScript. Et directement, qu'est-ce qui va se passer? On va venir faire appel à notre fonction que nous avons écrite ici. Et le tour est joué et ça va mettre à jour notre interface sans problème. Donc, normalement, c'est censé fonctionner si on n'a pas fait d'erreur. Parce qu'on n'a pas fait. Donc, normalement, cette étape-là doit là, par exemple, et qui est envoyé. Alors, il y a un problème quelque part. Il ne s'arrête pas. Bon. Normalement, quand on clique là, lorsqu'il fait le update, il suffit. Le retrait va se faire. Non, à ce niveau-ci, il devrait déjà marcher. Parce que là, on n'a pas fait d'erreur. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on faisait la mise à jour, en fait, on désactivait uniquement le champ, les deux champs. Bon, forcément, lorsqu'on fait le update, normalement, il doit partir. Donc, déjà à ce niveau, si ça ne se fait pas, ça veut qu'il y a une erreur quelque part. C'est lorsque en fait, on fait la mise à jour, on n'a pas besoin d'arrêter, en fait. La mise à jour vient le retirer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une erreur quelque part. Il nous dit qu'il y a une erreur. Faille to load ressource. The server response with statute code 404. Donc, il y a une erreur 404 quelque part. Le serveur a envoyé une erreur 404 quelque part. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'il y a une erreur quelque part. Ligne 39 et ligne 29. On va le revérifier. Ligne 39, ligne 28. Alors, on va voir. C'est comme s'il y a un problème de portée. Ce n'est que ça qui peut causer ce problème-ci. Donc, en ce qui concerne je veux dire quoi? En ce qui concerne le message d'erreur, c'est la même chose. Donc, on va finaliser le message d'erreur et on va régler le problème d'erreur qui fait que ça ne marche pas et on passe. Alors, pour le message d'erreur, c'est la même chose. Donc, c'est toujours au niveau ici là du make request. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Function handle response. Donc, dans le cas où le serveur ne répond pas favorablement, ou dans le cas où la requête a échoué, on va le créer ici là. Donc, si ça a échoué, on va avoir ce message ici. Voilà, donc, on aura maintenant create plutôt error HTML. Donc, dans le cas où ça s'est mal passé, en fait, on va toujours prendre en paramètre quoi? Nos données. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, dans notre cas ici là, puisque le contenu ne sera pas trop grand, on va tout simplement utiliser ici là let. On appelle ça comment? On va tout simplement arrow function pour construire cela. On aura le titre tout simplement. On va venir copier ça. On va déclarer let HTML. On va construire notre HTML.
Ok, j'ai premièrement mon erreur, mais l'erreur ici, là, on n'aura pas besoin d'une interpolation. On va tout simplement dire quoi? Une erreur s'est produite. C'est simple, non? On peut écrire une erreur s'est produite. Donc, pour dire cela qu'il y a eu une erreur côté serveur, en fait. Si une erreur s'est produite, on peut donc récupérer le message de l'erreur. Donc, à chaque fois que on a un response texte, donc un response texte, c'est un objet qui est retourné. Et maintenant, à l'intérieur, on a toujours un message. Dans le cas où c'est une erreur. Donc, dans, dans, on a toujours une propriété, en fait, dans le data là, qui va correspondre au message. Dans le cas des problèmes d'erreur. Donc, on aura tout simplement là, donc ici, avoir affaire à donc créer un paragraphe tout simplement. Justement, pour afficher un peu le message d'erreur, pour dire qu'est-ce qu'il y a l'erreur, quelle est l'erreur. Pour afficher l'erreur, on peut tout simplement faire une interpolation sans utiliser même les templates de TLS. Tout simplement, on fait tout simplement l'interpolation. Et on fait data.message. Donc là, normalement, on a terminé avec notre code. On va l'examiner pas à pas en essayant de comprendre ce qui ne va pas. Depuis là, quand on testait, ça devrait marcher. J'aurais dû commencer par tester depuis le départ. Raison pour laquelle, lorsque vous faites, il faut toujours tester au fur et à mesure pour ne pas arriver à la fin avec un code qui ne marche pas. Donc, j'ai fait là AZT. Je lance mon envoi. Là, il refuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que peut-être c'est mon serveur qui dérange. Je vais venir là. Alors, pourquoi déjà au niveau de scène, il y a erreur? Voyons voir. On va examiner pas à pas. Pourquoi il y a erreur ici à la ligne 39? Pourtant, le scène ne devait pas causer problème. Donc, s'il dit qu'il y a erreur à la ligne 39, ça voudrait dire que la requête n'est pas bien formatée. On va vérifier pas à pas pour voir ce qui ne va pas. Donc, si on part, on va recommencer pas à pas. On va regarder si on a omis quelque chose. Et on va même commenter pour tester pas à pas pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, au niveau de. Je crois que jusqu'ici, là, la dernière fois, on avait testé, il n'y avait pas de problème. Donc, on récupérait quoi, les éléments importants du DOM. On a récupéré le bouton, on a récupéré la ville, on a récupéré la réponse. La réponse, c'était quoi? C'était tout simplement le conteneur où on affichait les résultats. Là, au niveau de l'URL de base, c'est bien évidemment ça. On n'a pas de problème avec l'URL de base. L'URL de base, on est sur la version 2.5. On prend un paramètre le reader. On veut le reader. Maintenant, on va donner un paramètre deux éléments. On va forcer au départ l'unité de mesure et la langue. Je pense que jusqu'ici, il n'y a pas de problème. On a api.reader.org /data /2.5 /reader. Et le premier paramètre, c'est quoi? L'unité. On voulait les métriques. Et au niveau de la langue, on voulait le français. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, au niveau de la clé, je pense que je vais aller recopier la clé, ou bien je vais régénérer la clé pour se rassurer qu'il n'y a pas de problème. Bon, je régénère ou bien je lance directement. Bon, copions juste ce qui est là. Si ça fonctionne normalement. C'est juste pour se rassurer qu'il n'y a pas de problème. Ok, bon là, ça c'est une extension. Maintenant, ce qu'on avait dit, c'est quoi? C'était qu'on associait l'événement @eventListener. On associait un événement à notre bouton. Donc, @eventListener, c'était le clic. Et on définissait une fonction handle click qui devait nous permettre de faire quoi? Non, nous sommes sur un événement. Lorsqu'on appelle un événement, c'est la réponse, non, c'est traité. Quand on va cliquer, qu'est-ce qui va se passer? La fonction qui va agir, en fait. Agir en conséquence. Oui, bon, c'est pas ce que je demandais.
Donc après, je crois que là, c'est OK. Tout après, OK, mais pour implémenter notre méthode, en fait, on part juste sur le fonctionnement qu'on veut. Première des choses qu'on veut, c'est quoi? C'est la ville. Voilà, c'est comme si j'ai fait une erreur quelque part. Si je prends handle click, parce qu'ici, là, j'avais pris. OK, j'ai city feed ici. Et je récupère la ville en question. Ça, c'est le traitement de l'événement, en fait. C'est l'événement en cours. Donc, il fait let city reçoit city field.value. Donc, normalement, je récupère la valeur de la ville. Et la dernière fois, je pense qu'on l'avait affiché, c'était correct. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais faire? Je désactive, en fait. Normalement, ça doit désactiver directement. Je désactiver, en fait, ici, le champ de la ville. Et je désactivais, en fait, le bouton. Et je faisais une mise à jour de l'interface utilisateur. En faisant quoi? On déclarait notre image, on faisait un update UI. Et ensuite, on lançait la requête. En fait, jusqu'ici, là, il n'y a pas de problème. Normalement, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on lance ZT là, et qu'on a envoyé, ça se passe très bien. Ça se passe très bien jusqu'à l'update UI. Parce que l'update UI, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il vient là, il désactive encore, en fait, les différents éléments qu'on avait. Il les réactive, en fait, parce qu'on les avait désactivés. Ça, c'est clair. Donc, jusqu'ici, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, là, était au niveau du make request. Donc, après ça, maintenant, il faut lancer la requête. Donc, on a dit qu'on devait mettre cela dans une make request qui devait prendre en paramètre la city. Est-ce que maintenant la city là est ici? Oui. Normalement, on a pris city ici. Donc, forcément, on peut la récupérer ici là et travailler avec elle. Donc, on peut écrire une méthode de make city. Make request autant pour moi. Il prend en paramètre une ville. Il lance la requête. Donc, normalement, on a ishr. Il faut vérifier si je n'ai pas fait une erreur en écrivant. Ishr égale à quoi? On extensie d'abord notre objet XML HTTP request. Il n'y a pas d'erreur. Une fois qu'on a instancié, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'URL. En fait, on envoie l'URL puisque le open prenant paramètre quoi? Comment l'appeler? Le verbe, type de requête qu'on veut lancer et l'URL qu'on veut contacter. L'URL est déjà bien formaté. Donc, s'il y a un problème, d'abord à ce niveau-ci, au niveau du but URL. C'est la construction de l'URL se faisait comment? On prenait d'abord celle-ci et on concaténait avec les informations qui manquaient. Donc là, on va venir ici. J'espère que je n'ai pas confondu les ordres. On demande l'API. Il n'y a pas d'erreur ici. Ok, revoyons un peu notre méthode. On l'appelait comment? Make request. Notre méthode build. Ok, build URL. Je vais retrouver ça une seule fois. Ok. Notre build URL, qu'est-ce qu'il fait? Il prend. On a fait une version, une arrow function. Et on a dit qu'il prenait quoi en paramètre? La ville. Lorsqu'il prenait la ville, on interpolait le base URL. Et ensuite, on rajoutait dans ici les éléments manquants. Ce qui manquait, c'était quoi? C'était la ville. Et l'API
et la clé d'API. Donc, lorsqu'on fait donc en code URI component, je pense que c'est correct. On a bien notre méthode qui est appelée. On passe en paramètre la ville en question et on complète ici avec l'API, l'application API ID. App ID, donc celui qui veut donc contacter. Et on passait également la clé. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce qu'il y a. Parce que là, c'est correct. Parce qu'au terme de ceci, on a uniquement ces deux éléments qui vont s'ajouter ici. Donc ici, là, à la fin, en fait, ici, là, on aura ça. Donc, puisque c'était des paramètres, en fait, on ne peut pas le mettre ici. Puisque les paramètres étaient récupérés. Donc, du coup, c'était pendant l'exécution que les deux devaient arriver. Jusqu'à là, c'est bon. Alors, un register change. Je pense que c'était bon jusqu'ici. Bon, il n'a pas marqué une erreur ici. Alors, une fois que on a fait le open, parce qu'au niveau du open, il n'y a pas de problème normalement. Il n'a pas marqué l'erreur ici. Il a marqué l'erreur ici, là, au niveau du. Là, au niveau au niveau du state change. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur également. C'est la fonction est. Si j'ai fait une erreur, non, il n'y a pas de problème. La fonction est bien écrite. Donc, on fait ishr.openRegisterChain. On register chain autant pour moi. Ici, on attend juste l'événement. Un événement, en fait. Et on dit que l'événement va être traité en réponse à la fonction qui va s'appeler handle response. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a implémenté cette fonction-là. La fonction réagit en fait en fonction de la requête qui a été lancée ici, en get. Je pense jusqu'à là, pourquoi ça ne fonctionne pas, il y a problème. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Ok, là, on va descendre sur handle response. Au niveau de handle response, c'est simple. Qu'est-ce qu'on avait dit? En fait, le handle response, il est juste là pour faire les traitements. Bon, normalement, on ne doit pas arriver à ce niveau-ci pour voir l'erreur. S'il n'y a pas de problème ici. Handle response, il vérifie juste si le registre est à 4, si le statut côté est à 200. Et 3 égale 1, 2, 3. Normalement, il n'y a pas de problème ici. 4, 200. Et on fait un create success HTML et un create HTML. Un parse de l'objet qui a été récupéré. Le create success image, on l'a implémenté ici. Voilà. Où est-ce qu'il trouve l'erreur? Bon sang. Alors, au niveau de l'objet, on a fait un JSON. Point par XHR. Je pense qu'il y a un problème quelque part au niveau de XHR. Non, il n'y a pas de problème parce que lui, il ne fait que le réutiliser puisqu'il est déjà ici. Tout ce qui se passe, c'est à partir d'ici. Donc, puisque les méthodes sont appelées directement là, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, ça c'est le débogage de code. Vous pouvez écrire un code de 1000 lignes, après vous compilez, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver l'erreur. C'est la même chose que j'avais fait sauf facilement. Il y a un élément de JavaScript qui ne s'exécute pas en fait, au niveau de l'écriture des blocs pour mettre les textes en gras, ajouter des images, tout ça. C'est ça qui fait que ça a perdu un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. S'il a OK, success, oh, bon, au niveau des créations, il n'y a pas de problème.
Parce qu'on ne fait que récupérer des réponses qui existent déjà pour pouvoir les afficher. Bah, normalement, il n'y a pas de problème là. Qu'est-ce qui se passe donc? Alors, on va vérifier. Il n'y a pas de problème normalement. Console.log, bon, ils disent qu'il y a. Ouais, bon, les erreurs ici, en fait, sont les erreurs post. Donc, déjà, avant même le render response, il y a une erreur. Je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur-là. Parce que ici, là, l'erreur que vous voyez affichée ici, là, en fait, veut dire que, puisque là, on traite à la ligne 49, on est en train de traiter la réponse